Bienvenue dans le MAG, votre émission quotidienne sur School TV. 30 minutes dédiées à la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur une initiative locale, régionale, nationale et même internationale. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Marine Plantec. Bonjour Marine. Bonjour Alix. Allez, c'est parti au sommaire de cette édition. Direction Lyon, où la sobriété énergétique des bâtiments scolaires s'inscrit parmi les objectifs principaux du territoire. On en discute dans cette émission avec le vice-président du département en charge de l'éducation et de la jeunesse. Focus également sur l'expérimentation d'un campus éducatif, toujours en territoire iconais. Un projet ambitieux, mais déjà testé dans d'autres départements. Et puis, Marine, dans ta loupe, tu nous parles d'une expérience un peu particulière, celle d'un procès d'assises fictif pour 30 lycéens. Et c'est dans un instant, c'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Grégory Dort, vous êtes le premier vice-président du département de Lyon en charge de l'éducation dans les collèges et de la jeunesse. Merci de participer à notre émission. Existe-t-il une philosophie en termes de politique éducative dans le département de Lyon ? Merci de votre invitation déjà, je suis ravi d'être parmi vous. Oui, effectivement, Lyon est un département rural, déjà. Et l'idée, c'est, avec les élus de la majorité, c'est de procurer à nos jeunes collégiens les meilleures conditions d'enseignement possible. Donc, le département de Lyon, en termes de philosophie, souhaite que les bâtiments dans lesquels exercent les enseignants, mais également nos enfants sont présents, soient de la meilleure qualité possible. Donc, le département assure la réhabilitation, la construction et l'entretien des collèges comme n'importe quel département en termes de compétences. Donc l'idée en termes de philosophie, pour répondre précisément à votre question, est d'offrir les meilleures conditions possibles à nos élèves, à nos enseignants et aux équipes aussi du département qui exercent dans les bâtiments, à la fois en termes de demi-pension, à la fois en termes d'entretien. Donc effectivement, les meilleures conditions possibles en termes d'équipement. C'est vraiment un leitmotiv de notre majorité départementale. Et justement, en tête de vos priorités, il y a l'enjeu de la sobriété énergétique du bâti scolaire. Quelle forme est-ce que ça prend concrètement ? Alors très concrètement, c'est déjà un investissement lourd, c'est-à-dire que le département a fait le choix dans son budget d'accorder une priorité essentielle à la rénovation énergétique. On est dans un contexte de transition énergétique, des bâtiments bien isolés, donc ce qui est essentiel. Est-ce que ça veut dire des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire aucun gaspillage d'énergie ou Il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois les bâtiments, j'allais dire, c'est un petit peu technique, mais on appelle ce qu'on appelle un contrat de performance énergétique, où on contractualise avec des prestataires pour que les économies d'énergie, pour que l'énergie coûte le moins possible au département. Le département, ça finance tout ce qui est bâtiment. Donc un contrat de performance énergétique, c'est le fait que la facture soit le moins élevée possible pour le département. Et à ce titre, les prestataires doivent isoler le mieux possible nos bâtiments et à la fois également en termes d'usage, j'allais dire, sensibiliser. Donc ça, c'est aussi le travail du département, mais aussi des équipes, de sensibiliser à la fois les élèves, à la fois tous ceux qui fréquentent les équipements éducatifs, de faire attention aux économies d'énergie, etc. Donc à la fois des bâtiments effectivement biosourcés, à énergie positive, ce que vous venez d'évoquer, mais à la fois faire très attention aux usages des différents utilisateurs du bâtiment. Et au-delà du bâti, justement, qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les jeunes au développement durable ? Ça passe par quel type d'action ? Alors, ça passe déjà par les pairs, c'est-à-dire qu'on a essayé de sensibiliser, donc c'est un travail avec l'éducation nationale, d'avoir des éco-délégués, c'est-à-dire dans chaque classe, vous avez des élèves qui sont ou délégués ou éco-délégués qui doivent effectivement sensibiliser leurs pairs, leurs camarades aux bons gestes pour éviter effectivement la déperdition en termes d'économie d'énergie, de lumière, de papier, etc. Et dans Lyon, vous mettez l'accent aussi sur l'éducation à la citoyenneté, avec notamment les journées citoyennes. Oui, alors ça c'est vraiment, notre cheval de bataille, c'est qu'on s'est rendu compte, vous connaissez qu'il y a une désaffection, pas seulement des collégiens, mais je veux dire de la majorité des habitants sur la chose publique. Donc l'objectif était vraiment de sensibiliser des collégiens au fonctionnement de la collectivité. Qu'est-ce qu'un département ?
Voilà, qu'est-ce qu'une région? Qu'est-ce qu'une mairie? Quelles sont les compétences? Et c'est ce qu'ils apprennent dans ces journées citoyennes? C'est ce qu'ils apprennent dans ces journées citoyennes. On pourra revenir sur une journée type, j'allais dire. Mais l'idée est vraiment de sensibiliser nos élèves au fonctionnement de la collectivité. Encore une fois, le département a telle compétence, les solidarités, les routes, Pourquoi les c'est collèges. important? C'est important parce que c'est ce que j'évoquais un petit peu en préambule. On se rend compte que les compétences des collectivités ne sont pas forcément connues de nos élèves. Donc il y a un travail en amont qui est réalisé avec ou les profs d'histoire, ou avec le CPE, ou avec les principaux de collège, où les élèves viennent dans la salle des séances au département, à Auxerre, et préparent en amont un certain nombre de questions et posent des questions sans tabou aux élus. Donc ça peut être le président du département, ça peut être moi-même, ça peut être les collègues du département. Alors des questions très concrètes, voilà. Pourquoi vous êtes engagé en politique? Vous gagnez combien? Est-ce que vous entendez bien entre collègues? Pourquoi vous avez fait ce métier? Et qu'est-ce que vous pensez que individuellement ça apporte aux collégiens? Alors on a, en termes d'évaluation, si je puis dire, on a déjà les collégiens participent. L'idée c'est qu'ils passent une bonne journée au département et les questions fusent. On s'est préparé en amont, mais les questions fusent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, sans tabou. Et les retours qu'on peut avoir des enseignants ou je dirais des CPE qui ont préparé cette journée sont très positifs. C'est-à-dire que les étudiants, enfin les collégiens, ont passé une très bonne journée. Déjà, il y a l'accueil, la convivialité qui est essentielle. Et ensuite, on a aussi quelques retours de parents, parce que nous, on est surtout en contact avec les parents, et on nous dit, voilà, on sait, les départements, c'est les pompiers, le département, c'est l'entretien des routes, c'est le sport, c'est la culture. Donc on les touche aussi au plus profond, je dirais, de leur activité quotidienne dans leur territoire. C'est aussi la protection de l'enfance. On nous demande qu'est-ce que vous faites pour les jeunes au département, qu'est-ce que vous faites pour les aînés. Donc l'idée, c'est de balayer avec les étudiants, enfin avec les collégiens, l'ensemble des sujets qui concernent les compétences du département. Donc je pense, oui, on retient toujours quelque chose. À la fois en termes d'échanges, pas seulement des questions d'argent. Les questions d'argent les intéressent. Et vous pensez que le fait de mieux comprendre le fonctionnement des institutions à une échelle locale, ça leur donnera envie de peut-être plus s'engager ou... Alors c'est une excellente question. Effectivement, le nom de pourquoi vous engagez. Alors des fois on a des délégués qui sont parmi nous, donc qui sont déjà engagés. Donc on peut leur demander pourquoi vous êtes engagé, pourquoi vous êtes délégué de votre classe. Donc il y a un petit peu un retour. Et j'espère que ça suscite effectivement des vocations. Mais l'idée est vraiment surtout de libérer la parole, encore une fois, et toutes les questions peuvent être abordées de manière très libre, sans tabou, sur les compétences du département, en essayant d'être le plus pédagogue possible. Sur l'admi-pension, par exemple, les élèves dans leur collège ne savent pas forcément que l'admi-pension, c'est le département, les enseignants, c'est la pédagogie, c'est l'éducation nationale, il y a des personnels à l'intérieur du collège, qu'est-ce qu'ils font, donc vraiment un rôle de pédagogie vis-à-vis du fonctionnement même du collège, à la fois au niveau de l'éducation nationale et au niveau, bien évidemment, conseil départemental. Et sur le plan du bien-être des élèves, quelle est la place de la lutte contre le harcèlement scolaire dans votre politique éducative ? Alors, le harcèlement scolaire, moi j'aime bien c'est que les compétences des uns et des autres soient bien déterminées. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, bien sûr, ça intéresse les élus que nous sommes, mais c'est vraiment une compétence, j'allais dire, de l'État. Donc l'idée, quand vous parliez de l'intérêt pour les élèves ou des parents et même des enseignants, souvent il y a une méconnaissance des missions des départements, c'est de bien clarifier qui fait quoi. Alors, bien sûr, il y a un partenariat qui s'exerce, mais la question du harcèlement scolaire, qui est une question fondamentale, d'actualité, est plutôt, pour ma part, une question qui doit être traitée par l'État que par le département, bien qu'on soit, bien évidemment, très concerné par ces sujets-là, bien évidemment. Et le plan de la restauration scolaire, en revanche, c'est une de vos préoccupations. Comment est-ce que vous la développez? L'approvisionnement est-il local? Par quoi ça passe? Oui, alors, déjà, c'est vraiment une des compétences majeures des départements, c'est l'admi-pension. Ce qu'on appelle l'admi-pension, la cantine, la restauration scolaire. On a vu que le terme avait évolué. On a parlé d'une cantine, on est passé à la restauration, donc c'est une connotation, on va dire, plus positive, un peu plus noble, où effectivement... Pour le symbole, sur papier, mais qu'est-ce que ça change concrètement? Si, ça change très concrètement, c'est que, vous évoquiez les circuits courts, les produits locaux, donc on essaie de travailler à travers une plateforme qui s'appelle Agri-Local, avec des producteurs locaux, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas auparavant, donc il y a vraiment, je dirais, une assiette de qualité, donc essayer de maintenir une assiette de qualité, avec des producteurs
producteurs locaux, et également un tarif très intéressant pour les familles. L'idée, c'est que nos familles puissent bien manger, les enfants puissent bien manger avec un repas équilibré, servi par des agents du département. Voilà. Et encore une fois, quand je parlais de pédagogie, et justement, vous parlez des agents, comment est-ce que vous les sensibilisez, vous les formez ? Oui, donc il y a des séances de formation. Nos services effectuent un certain nombre de formations sur les agents, des découvertes aussi, des journées de découverte de nos produits locaux où les producteurs viennent également présenter leurs produits à la fois aux équipes du département, mais aussi aux collégiens pour goûter. Donc ça fonctionne plutôt bien. Plutôt bien. Et les élèves, qu'est-ce que vous faites pour les sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, ou à la réduction des déchets ? Alors, je peux en parler des éco-délégués tout à l'heure. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a l'exemple démontré par leur père est la meilleure chose. Bon, les adultes aussi montrent l'exemple, bien évidemment, mais quand c'est montré par des éco-délégués, je pense que ça fonctionne très bien. Donc, très concrètement, c'est faire attention au pain, faire attention au gâchis, peut-être aussi réduire l'assiette. Des fois, il y a beaucoup de gâchis, donc faire des assiettes un peu dimensionnées. Donc, tout ça fonctionne plutôt bien. Il y en a beaucoup moins, là. Enfin, évalué en termes de tonnage, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gâchis dans les collectivités. Donc l'idée, c'est peut-être... Vous avez déjà des retours mieux évaluer. Le retour, il n'est pas encore... comment dirais-je ? Comment vous faites justement pour les... Pour l'instant, c'est une perception, c'est une bonne idée, mais on pourrait effectivement essayer de calculer le nombre de pains économisés. Ça, il y a peut-être des progrès à faire en termes d'évaluation, tout à fait. Et autre point essentiel, bien sûr, le numérique. Qu'en est-il de votre politique dans le domaine du numérique éducatif ? Ça passe par le renouvellement du matériel, mais aussi par l'introduction de nouveaux outils. Oui, alors on a des progrès à faire à ce niveau-là. On est dans Lyon, un département rural. Déjà, ce qu'on a souhaité faire, c'est je parlais d'équipement au sens large du bâtiment, c'est-à-dire on a fait un plan sur 3 ans de renouvellement total du parc informatique, qui était vraiment essentiel. Donc c'est un investissement de 2 millions d'euros. Donc l'ensemble des départements, donc des collèges du département, il y en a une trentaine, sont équipés les enseignants sont équipés de matériel informatique digne de ce nom. Donc il y avait déjà ce sujet-là. Il y avait aussi, ce qui concerne le numérique, c'est la fibre. Le département, c'était un département qui n'était pas fibré, où la date était 2030, enfin ce qui était, n'était pas fibré, je vous assure. Donc là, l'ensemble des collèges dans Lyon sont fibrés. Donc, normalement, c'était 2030 chez nous. Donc le matériel... J'imagine que là, on parle du problème dans les collèges, mais il y a aussi du coup le problème de la fracture numérique plus globalement sur le territoire. Oui, alors ça, je dirais que les jeunes, ça dépend des catégories, un peu sociologiquement, j'allais dire. Donc ça passe aussi par les unités de solidarité dans notre département, où il y a des formations pour les parents, mais les nouvelles générations, j'allais dire, sont plutôt à l'aise avec l'outil numérique. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Après, c'est les usages en tant que tels, où on a un outil pour communiquer avec les familles, ce qui s'appelle Liberscol, où on communique les notes, les cours quand les profs sont pas là, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, est-ce que les enseignants utilisent... Alors, il y a de nombreux enseignants qui utilisent l'outil numérique, les tableaux de bord, etc. On sait quel usage est fait du numérique dans les classes ? Il y a un suivi ? Est-ce que les professeurs sont formés ? Alors normalement, les professeurs sont formés, donc et ça c'est des compétences éducation nationale. Est-ce qu'ils sont plutôt friands ou réfractaires ? C'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont friands ou réfractaires ? C'est-à-dire vous avez certains enseignants qui utilisent ces moyens-là. Après, je dirais que les générations sont tellement devant les écrans, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un retour sur... La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'assure que les pratiques pédagogiques évoluent de concert avec l'apparition de ces outils. Comment on coordonne tout ça, en fait ? Oui, alors, il y a eu une période importante qui est le Covid. Ça, nul ne peut l'ignorer, où effectivement des cours pouvaient être enseignés à distance, etc. Je dirais que chaque enseignant est libre de sa pédagogie, donc peut utiliser des outils, on va dire, très classiques, ou d'autres peut-être plus enclins, effectivement, peut-être plus à l'aise aussi avec les outils numériques que vous évoquiez.
Mais il n'y a pas tellement une stratégie à l'échelle du territoire pour harmoniser le tout. Non, il n'y a pas de... Enfin, au niveau du département, je sais qu'au niveau de l'éducation nationale, effectivement, il y a des organismes qui s'appellent Canopé, etc., qui travaillent sur les nouveaux outils. Mais au niveau, est-ce qu'il y a une stratégie départementale Je ne pense pas. Et encore, moi, pour ma part, je suis plutôt favorable justement à cette liberté d'enseigner. Enfin, si je peux me permettre d'aller sur le volet enseignement des enseignants. C'est-à-dire de ne pas forcer la nature d'un enseignant et de le laisser... Voilà, le laisser libre, effectivement. Bon, c'est un vrai sujet. Pour autant, il faut peut-être que... Enfin, dans la mesure où le numérique est omniprésent, il faut peut-être plutôt s'en approprier l'outil que... Les deux, je dirais les deux. Je dirais les deux. Sans être réfractaire à la nouvelle technologie, etc. Je pense qu'il faut des deux et... Nos jeunes sont tellement devant les écrans, etc., que je pense qu'il faut des deux. Il faut à la fois de l'écran, effectivement, des outils modernes, etc., mais aussi de retrouver peut-être, sans être sur des cours descendants, etc., mais aussi, je pense, de temps en temps, mettre de côté les ordinateurs, les tablettes, les iPhones, etc. Voilà, je pense qu'il faut un équilibre. Un bon équilibre entre les deux. C'est parti pour la loupe. Marine, en octobre dernier, des lycéens d'Auxerre ont eu l'opportunité de se mettre dans la peau de professionnels du droit. Oui, c'est une trentaine d'élèves du lycée Jacques-Amiot qui ont eu la chance d'orchestrer un procès d'assises fictif au sein du tribunal judiciaire d'Auxerre. Un événement qui s'ancre dans le cadre de la Nuit du droit, elle-même créée sous l'impulsion de Laurent Fabius en 2017. La Nuit du droit a lieu le 4 octobre, date anniversaire de la Constitution de la Ve République. Oui, une initiative née d'un constat, celui de la méconnaissance du système judiciaire et du droit par les Français. Tout à fait. Et pour inverser la tendance, la Nuit du droit propose des conférences, des tables rondes, mais aussi des portes ouvertes pour rencontrer des magistrats. Des concours de plaidoirie sont aussi organisés. Et enfin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les procès fictifs. Et c'est Sonia Palin qui a rendu possible le partenariat avec le lycée Jacques-Amiot. Tout à fait. Présidente du tribunal judiciaire d'Auxerre jusqu'en juin dernier, elle a organisé et supervisé ce procès fictif, un partenariat qui a pu prendre forme avec ce lycée puisque l'établissement propose une option droit. Ce sont donc 30 élèves de cette classe spécialisée qui ont été intégrés au projet, des auditions d'experts, aux réquisitions, en passant par les plaidoiries. Ils ont pu toucher à tout. Nicolas Guider, leur professeur d'histoire et de droit, a été chargé de concevoir le projet avec ses élèves. Il nous explique comment cela s'est passé. À cette occasion, les élèves ont pu déjà se frotter à la procédure pénale puisqu'il leur a été remis un dossier d'instruction anonymisé qu'ils ont eu à manipuler. Ils ont pu également travailler au contact de magistrats, d'avocats qui les ont accompagnés dans la rédaction de tous les éléments en fait, qui vont constituer la trame de l'audience, c'est-à-dire les réquisitions, les plaidoiries, les témoignages, les dépositions d'experts. Et puis, ils ont eu aussi à se familiariser avec le raisonnement juridique, puisque l'affaire, en fait, met en jeu des qualifications pénales graves, en l'occurrence assassinat, tentative d'assassinat, et les élèves devaient démontrer si ces tentatives étaient effectivement constituées ou pas. Et donc, ça demandait déjà un certain niveau d'exigence en termes de raisonnement juridique. Et pour finir, ils ont eu aussi l'occasion unique de s'exercer à l'oralité de l'audience dans un contexte solennel, puisque c'était la salle d'audience principale du tribunal judiciaire d'Auxerre. Pour l'occasion, on leur a prêté des robes d'avocats, des robes de magistrats. Donc voilà, c'était vraiment un exercice grandeur nature. Une audience plus vraie que nature, donc, qui a eu sans aucun doute l'effet escompté, sensibiliser les jeunes à la question et l'importance du droit. Grégory, que penseriez-vous d'envisager ce type d'option dès le collège pour sensibiliser les jeunes au droit ? Moi, je trouve ça génial. Enfin, ça recoupe votre question sur les journées citoyennes. Enfin, vraiment cette immersion dans les lieux, à la fois les lieux publics, dans les lieux où la justice est rendue. Je trouve ça vraiment très, très pédagogique, avec une immersion, je disais, voilà, une application directe. Là, on n'est pas sur les tablettes, on est dans le vrai du vrai, dans un cadre, je présume, voilà, aussi un peu solennel. Donc non, on peut que favoriser ce type d'initiative et que louer ce type d'initiative, encore une fois, sur un sujet majeur qui est la justice. Non, félicitations à tous ces acteurs sur des sujets qui sont parfois délicats et qui peuvent
Si la justice est rendue, peut-être éviter que certains de nos jeunes dérivent, dérapent, etc. Comment ça se passe vraiment les mains dans le conduit, donc bravo. Je peux me féliciter sur cette très belle initiative. Il y a un projet phare dans votre politique éducative, le campus éducatif qui devrait voir le jour à Saint-Sauveur-en-Puisaye. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, de quoi s'agit-il ? Vous l'évoquiez dans votre préambule. Oui. Vous me demandiez combien de collégiens, on avait combien de collégiens dans Lyon. Donc on a une baisse sur certains territoires, on a une baisse des collégiens. Lyon est un département rural, vous avez des territoires effectivement où on gagne de la population, mais d'autres territoires où plutôt en milieu très rural, donc on a une baisse de la population, c'est environ, on perd dans Lyon 400 collégiens par an, ce qui est considérable. Donc il faut anticiper cette baisse des effectifs, donc à la fois au niveau du primaire, maternelle, primaire et bien évidemment la conséquence, c'est les collèges. Donc l'idée de rassembler sur un même site à la fois les maternelles, les primaires et les collégiens, avec bien évidemment des entrées différenciées, parce que ça n'a pas les mêmes catégories d'âge. Essayer de mutualiser certains équipements. Voilà, on parle de la restauration scolaire, tout en maintenant bien évidemment ce respect des âges. Vous n'allez pas mettre des maternelles avec des troisièmes. Donc l'idée effectivement d'avoir sur un même site, sur ce campus, à la fois des maternelles, des primaires et des collégiens. C'est prévu pour quand ? Donc les études sont en cours, les budgets sont, on va dire, sanctuarisés, bien que tout ça est bien compliqué, c'est des financements. Il faut vraiment un partenariat à la fois, bien évidemment, avec l'éducation nationale, à la fois avec les acteurs locaux, avec la mairie de Saint-Sauveur, les mairies aux alentours, bien évidemment, et le département. Donc tout ça est en cours d'expérimentation, en temps d'études. Et vous l'évoquiez en préambule, il y a un site qui fonctionne très bien, c'est dans l'Eure, au Ménil-en-Ouche, où vraiment on s'est inspiré de ce qui avait été fait. Vous êtes allé observer. Donc on est allé observer sur le terrain, effectivement, avec des problématiques qui étaient sensiblement identiques, avec en plus une véritable réflexion sur un internat d'excellence qui pourrait aussi là aussi il y aurait un internat. Donc c'est aussi en réflexion. Si j'avais une baguette magique et les financements, oui, il y aurait un internat. Tout ça se réfléchit. Parce que ça permet de mutualiser les coûts, mais le principal bénéfice pour les élèves, c'est... Le principal bénéfice sur les élèves, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire vous avez aussi, je parlais d'effectifs en baisse sur certaines communes, au-delà effectivement que c'est déchirant pour certains maires, et je le conçois parce que je suis maire d'une commune, à un moment donné d'avoir à fermer une classe. Vous avez eu à le faire avec votre casquette de maire Non, alors moi j'ai la chance d'être dans Lyon, sur un territoire qui est plutôt dynamique, proche de la région parisienne, où on n'est pas concerné par les fermetures de classes. On est plutôt sur une augmentation des effectifs. Mais on est globalement sur Lyon, on est sur des classes, de nombreuses classes uniques, avec de nombreux niveaux. Donc là, c'est un vrai sujet. Voilà, quand vous avez 4-5 niveaux par classe, donc il y a aussi la difficulté de l'enseignant, ou parfois l'enseignant apprécie ce genre de situation. Tout ça est très... Il faut être très fin, parce que vous avez des enseignants qui adorent effectivement avoir 4-5 niveaux, d'autres moins. Est-ce qu'on préserve une qualité éducative avec 4-5 niveaux ? Est-ce qu'il y a une émulation entre élèves? Donc c'est un vrai sujet. Donc le fait à un moment donné de rassembler sur un même site des élèves de ces différentes communes ou villages pour créer et ils pourraient potentiellement accueillir combien d'élèves? Tout niveau confondu? On serait globalement sur 400 élèves. 400 élèves. Tout ça est lié aussi aux projections démographiques qui sont quand même... Et vous l'envisagez, ces campus, comme la solution pour remédier à la désertification des territoires notamment, à la fermeture des classes? Ça peut être une solution, bien évidemment. Tout ça est très fin. C'est-à-dire qu'il y a d'autres initiatives que prises. Là, c'est plutôt sur les primaires, j'allais dire, que les collégiens. Mais à un moment donné, l'impact concerne bien évidemment les collégiens. Donc tout ça est très fin, tout ça est très délicat. Vous avez aussi les parents, vous avez aussi les maires. Et c'est déchirant pour un maire de fermer sa classe ou son école, bien qu'on ne puisse pas le faire. Parce que c'est ce que ça impliquera.
Mais c'est ce que ça, effectivement, c'est ce que ça impliquera. Mais il faut aussi trouver des solutions. Et vous sondez déjà les parents sur le territoire? Ils sont plutôt pour l'instant, réceptifs? les parents n'ont pas été sondés. C'est une phase qui est essentielle de sonder effectivement les accords et essayer de convaincre aussi. Tout ça est lié aussi au déplacement. On est en milieu rural, il y a aussi des déplacements. Enfin, tout ça doit être jaugé, doit être mesuré de manière très fine. Et ce projet, vous le voyez aussi comme une façon de favoriser l'égalité des chances sur le territoire? Oui, tout à fait. Est-ce que, bien sûr, ce n'est que mon avis, mais à partir du moment où, encore une fois, vous avez une classe à 4 ou 5 niveaux, je pense que c'est mieux d'avoir une classe avec un même niveau, c'est tout à fait personnel, où il y a une émulation entre élèves. Oui, je pense que c'est un moyen d'essayer de préserver effectivement cette égalité des chances. Et plus globalement, à l'échelle du département, vous menez des actions pour favoriser la mixité sociale et scolaire? Oui, donc il y a un certain nombre d'actions. Quand on parlait des actions citoyennes, toutes nos actions éducatives, en fin de compte, on a un certain nombre d'actions éducatives qui sont mises en place, à la fois pour les citoyens, l'accès au sport, à la culture, l'accès au développement durable. Il y a, je crois, le concours Lyon Terre de Jeux, je ne sais pas si ça... Alors, concours Lyon Terre de Jeux, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques, bien évidemment. Donc, le département de Lyon a été labellisé Lyon Terre de Jeux. On va accueillir la flamme olympique en juillet, le 11 juillet. Donc, l'idée, effectivement, qu'il y ait un maximum de collégiens qui participent à cette belle fête olympique avec les valeurs, avec un travail en amont éducatif sur l'histoire des JO. Ça peut être la pluridisciplinarité entre la musique, le sport, l'histoire, le français, les langues, etc. Donc oui, tout ça est favorisé par des financements. Bien évidemment, sans les concours des profs, on ne peut pas faire grand-chose, mais le département encourage effectivement ce type d'action. Et s'agissant de l'ouverture à la culture, il y a des actions de mener? Oui, on a des actions. Alors déjà, on facilite le transport scolaire. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes dans un département rural, pour vous rendre à un musée ou un lieu culturel, c'est pas simple, souvent éloigné. Donc, on finance les transports scolaires. C'est une chose. Vous avez aussi un certain nombre de classes, des classes à thème. Voilà, où on a une classe cinéma, deux classes théâtre et une classe musique que l'on finance. Vous avez aussi un dispositif de sensibilisation au patrimoine naturel de Lyon. Je crois, le concours Ramène ta science dans Lyon. Oui, tout ça en partenariat, bien évidemment, avec l'éducation nationale. Donc, chaque année, sur des thématiques bien précises. Où ce qui est intéressant, donc, c'est sous la forme du volontariat. Il y a un appel à projet. Donc, les collèges candidatent ou pas. Généralement, les candidats, donc c'est une bonne chose. Où on réunit tous les acteurs sur un même site avec un grand témoin. Qui intervient, ça peut être un docteur en sciences, ça peut être on a fait un travail avec le CNRS qui était très intéressant, où ces conférences sont absolument passionnantes et les collégiens en redemandent, signent des autographes comme si c'était Mbappé qui venait sur Auxerre. Et en quoi consistent les Olympiades des collégiens justement dans le cadre des JO? Dans le cadre des JO, donc ça c'est en lien avec l'UNSS, donc l'épreuve de PS, où il y a normalement une section UNSS dans chaque collège. Donc l'idée, c'est de rassembler, de faire des concours, en fin de compte, c'est des Olympiades avec différentes disciplines, et à un moment donné, de rassembler tous ces collégiens à Auxerre, au mois de juin, à la JA, club de foot, où il y a une récompense. L'idée aussi, c'est de rencontrer effectivement nos partenaires de la JA, où tous les collégiens sont rassemblés pour une journée, où ils présentent leurs projets aussi aux élus, aux dirigeants du sport iconé. Et c'est une très belle fête où on rassemble effectivement à travers différentes épreuves. La cerise sur le gâteau, c'est la remise à la JA Foot, avec également comme récompense la découverte d'un haut lieu du sport français, qui peut être l'INSEP, qui peut être le Stade de France, qui peut être, j'espère, le musée olympique à Lausanne. Il faut trouver des sous pour conclure cette belle initiative. Merci beaucoup Grégory Dort d'être venu nous voir sur le plateau du MAG sur School TV. Merci Marine. Merci. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition.